Bonjour chers téléspectateurs de C'est possible à télévision, je suis Gervais Yalé et bienvenue dans le guide, un magazine conçu pour vous montrer la bonne voie à suivre qui vous mène vers la stature de valeur morale et du progrès. Dans ce tout premier numéro, nous sommes honoreux de recevoir pour vous un élite dans le domaine de l'entrepreneuriat que nous allons découvrir ensemble avec vous. Permettez-moi, chers téléspectateurs, de saluer ma team, le guide. Derrière la caméra, Rodriguez Bidika, Fondé, Aristote Diassilois et mon assistant Yann. Vous tous jouez un rôle crucial pour le succès de ce magazine. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes déjà avec notre invité. Nous allons dire bonjour, monsieur Destin. Bonjour, madame Yalé. Comment allez-vous? Oh, Dieu nous fait grâce, tout marche. Merci d'avoir tenu en estime notre invitation. Le sujet du jour, nous allons parler de la galère, les aléas du débit d'un chef d'entreprise. Pour commencer, qui est monsieur Destin? Merci à madame Gervais. Destin Pelleté, Chimouna, congolais, de père et de mère, s'il faut préciser. Exactement. Voilà. Je pensais tout. Je ne sais pas si tu as besoin d'autres détails. Oui, on va parler, on va faire des échanges durant toute l'émission et tout. Pourriez-vous approfondir sur votre jeunesse, votre parcours scolaire, académique et professionnel? Voilà, ok, merci. Je vous épargne de tous les petits détails. J'ai fait mes études primaires dans mon village natal, à Kangumba, dans les secteurs Kondo, dans les Bandundu, et mes humanités en biologie-chimie à la mission catholique Saint-Jean-Baptiste Kilembe. Et l'école s'appelait Ufuta, collège Ufuta, institut Ufuta aujourd'hui. Ufuta, c'est dans la langue maternelle qui signifie amitié. Amitié. Voilà. Et c'est là où j'ai fini mes humanités secondaires. Et quand on a fini, comme nous étions parmi les élèves très brillants, qui émergeaient très bien à l'école, on ne voulait pas nous lâcher. Exactement. Et les autorités étant scolaires, que nos prêtres qui nous dirigeaient spirituellement, ont souhaité que je puisse passer quelques années pour encadrer aussi la jeunesse. D'accord. Ce qui a fait que je commence ma carrière professionnelle en tant qu'enseignant aux humanités. Mais ému par l'ambition de continuer et d'apprendre encore plus, je n'ai enseigné qu'une année et je m'étais esquissé pour venir continuer mes études. À Kinshasa? À Kinshasa. Voilà. Et quand j'étais aux humanités, j'envisageais de devenir médecin. Parce que je me disais, moi, il me faut un domaine où je dois être plus proche de mon semblable pour lui rendre service. Et ça devrait être pour moi comme un apostolat pour la vie. Mais comme on dit, là on propose, nous proposons, mais Dieu dispose. Arrivé ici à l'époque, madame Yalé, je te dis que avec la rareté des universités dans le pays, les inscriptions étaient vraiment du diamant, très difficiles. On ne tenait même pas du critère de l'intelligence. Qu'est-ce que l'élève a eu comme pourcentage? Quelle est sa capacité? Non, ce sont des recommandations. Des commissaires des zones que nous appelons aujourd'hui des députés. Les mouvanciers à l'époque. À gauche, à droite. Je vais en médecine. On commence les cours. La première liste sort, les noms n'étaient pas là. Deuxième, ainsi de suite. On arrive au mois de janvier. Bien que le professeur qui suivait mon dossier me donnait toutes les assurances, je me suis dit non, il faut m'arrêter et réfléchir. Je me suis arrêté. J'ai réfléchi. J'ai dit, je prévoyais devenir médecin. Est-ce que je vais continuer à perdre des années ici en attendant l'inscription? Qu'est-ce que je dois faire? Et l'idée me vient en tête comme ça de faire la douane, qui n'était même pas dans mon imagination. C'est comme ça que j'étais allé faire la douane. Je l'ai fait à l'ISIPA. Et quand j'ai fini, j'ai trouvé que ce n'était pas encore dans mes ambitions. On va arriver. Vous allez... On y va mollo mollo. Voilà. On va arriver. Arrivé à l'université, vous avez choisi quelle faculté et pourquoi? C'est ce que j'ai dit. Par la déception de continuer d'être inscrit en médecine, l'idée m'est venue, j'ai dit, je vais faire la douane. Et j'ai fait la douane. Quand j'ai fini la douane, je me dis non, je ne m'arrête pas là, il faut faire l'économie. Et c'est comme ça que je vais aller à l'ISPEL pour faire l'économie. Vous avez fait l'économie à l'ISP Gombe? L'ISPEL. ISPEL, oui. Ok. J'ai fait l'économie. Voilà, j'ai fait l'économie là-bas.
Et quand j'ai fini, comme j'avais encore l'ambition de maîtriser vraiment les rouages du commerce international ainsi que de la douane, j'étais obligé d'aller en Cape Town, en Afrique du Sud, pour parachever ma formation en commerce international. Voilà mon cursus. Et n'oubliez pas aussi que je suis passé par Cali, où j'ai fait les graduates en anglais. En anglais. Voilà. D'accord. Après l'université, directement, vous avez pris un emploi ou vous avez eu du temps pour commencer votre vie, le parcours et tout? C'est une occasion de dire à la jeunesse, quand on étudie, il ne faut pas étudier pour les points. Il faut vraiment étudier pour maîtriser les secteurs que vous envisagez, exploiter sur le plan professionnel quand vous terminez vos études. J'ai été embauché avant même que je finisse mes études universitaires. C'est une grâce? Oui, c'était une grâce. Comment? Je vais accompagner quelqu'un qui voulait acheter des véhicules. À l'époque, il y avait des véhicules MAN. Un trafiquant qui est venu de Chikapa, je l'accompagne dans la société qui vendait des véhicules MAN. C'était Transal, si je ne me trompe pas. Et j'arrive dans l'échange, quand on discutait les prix, le boss de l'entreprise commence à expliquer, à soutenir son prix par rapport aux différents coûts qu'il a dû payer pour amener les véhicules jusqu'à Kinshasa. Donc il va parler du fret, il va parler de la douane, ainsi de suite. Alors l'échange était fructueux et il a trouvé en moi quelqu'un qui lui donnait des informations qu'il n'avait même pas dans les domaines. Il va me poser la question, qu'est-ce que j'avais fait comme étude? Je dis non, je suis étudiant, j'ai fait la douane. Il dit non, non, c'est intéressant. Parce que tu parles de termes vraiment qui me mettent à l'aise et je sens que tu maîtrises le domaine de la douane et du commerce international. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je t'embauche? J'ai dit, je n'en trouve pas de inconvénient, étant donné surtout que j'étais des vacations soir. Il dit non, vas-y à l'université, qu'on te donne un document qui atteste que réellement tu es étudiant finaliste là-bas. Et le secrétaire académique m'avait aidé pour me faire l'attestation de fréquentation, ce qui a fait que j'étais embauché, j'étais encore étudiant. Ok, vous avez parlé d'acheter la voiture. Quand vous étiez étudiant, vous travaillez quelque part ou bien vous avez de commerce que vous faisiez avant et tout? Non, 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 non. Je dépendais en 100% de mes parents. Je n'avais pas une activité à côté qui pouvait me donner un peu de moyens, non. Vraiment, je dépendais des efforts de mes parents pour étudier. Ah, pour étudier? Oui. Mais quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées par rapport à la vie sociale, parce que vous avez quitté du village, vous êtes venu s'installer à Kinshasa? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées par rapport au Quinois, Parce qu'on dit que Kinshasa et la province, c'est deux mondes différents. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant tout votre parcours? Bon, écoutez, dans tous les cas, quand tu arrives dans un coin, il y a d'abord problème d'adaptation et une période d'intégration. Et je n'étais pas dans un pays étranger pour que l'intégration pose problème. Ça s'est passé du tic au tac. Mais sincèrement, je dois te dire qu'il y a des habitudes que je trouve à Kin que moi, je n'épousais pas. Je n'épousais pas. Et dans la culture, je me trouve que j'étais un peu en avance. Pourquoi je dis en avance? Il y a la symbiose maintenant entre la culture qui est du village, avec beaucoup de rigueur, et la culture de la cité. Et je me trouvais un peu beaucoup plus riche dans cette symbiose-là. Voilà, donc je me suis adapté sans beaucoup de difficultés. Donc vous êtes adapté, comment vous arrivez à t'adapter par rapport au Quinois? Vous avez trouvé la vie était facile pour vous, mais la vie était un peu difficile? Non, pas facile en tant qu'étudiant, puisque de temps en temps, vous dépendez des parents. Et à l'époque, on n'avait pas encore des transferts de fonds comme aujourd'hui dans les téléphones, ainsi de suite. Tu peux arriver que tu as un besoin académique. Il faudrait recourir au message phonique pour qu'on puisse t'envoyer l'argent. Ce sont des difficultés. Tu peux galérer comme ça pendant un mois, tu n'as pas encore de moyens. Mais ce n'est pas le fait que tu devrais te décourager, abandonner, non. Puisque chez nous, il y a un adage qui dit, quand tu quittes un village pour un autre village, pour aller danser, alors il faut vraiment danser. Il faut danser puisque tu as fait ce déplacement-là, il faut atteindre l'objectif. Donc l'idée, c'était ça. Et en ayant le souci d'atteindre l'objectif visé, les difficultés étaient un peu oubliées. Un peu oubliées, vous êtes adapté à mode de vie de Kinshasa. Exactement. Exactement, ok. Maintenant, on va parler de votre profession maintenant. Par rapport à ce que vous avez dit après l'université, vous avez fait la douane, vous avez fait l'économie, vous avez fait aussi l'anglais.
Et maintenant, on va approfondir par rapport aux professionnels. Vous avez dit que vous étiez allé acheter la voiture. Et après, là, vous avez rencontré un ami par rapport à ce que vous débattez et tout. Il vous a proposé un job. Comment ça s'est passé après? Bien, il faut modifier. Ce n'est pas moi qui étais parti acheter la voiture. Ce n'est pas la voiture. C'est vraiment un camion man, un véhicule man. Un véhicule man. Voilà, pour des commerçants. Ah, pour des commerçants, ok. Voilà. J'ai accompagné un trafiquant qui était venu de Tikapa. Ah, ok, d'accord. Qui ne connaissait pas bien la ville. La ville, ok. Et c'est pendant la discussion de prix qu'en utilisant certains incoterms, en donnant certaines explications que le monsieur propriétaire de l'entreprise, c'était un Libanais, trouvera en moi certaines qualités dont il avait besoin pour le travail de sa société. Okay. Et c'est comme ça qu'il m'a intéressé pour m'embaucher. Et il m'a embauché, il n'avait pas tort puisqu'il était satisfait de mon rendement. C'était ça. Vous avez fait combien de temps avec le boulot que vous avez commencé? Combien de temps Vous avez travaillé pendant combien de temps? Avec ce monsieur-là, oui. Avec Transal. J'ai travaillé avec lui 2 ans. 2 ans? 2 ans. Et j'ai dû démissionner de moi-même puisqu'il y avait une autre opportunité à côté. C'était quoi l'opportunité? L'opportunité, c'est une autre entreprise qui avait besoin de moi. Okay. C'était le groupe Psychotra Sopex. D'accord. Comme ils importaient beaucoup, ils avaient... Tu es toujours dans le domaine de la douane? Dans le domaine de la douane et du commerce international. Okay. Ils importaient beaucoup. Parce que chez Transal, j'étais engagé comme chargé de services import-export. Alors, à l'époque, M. Setiale, que son âme repose en paix, il fut mon boss, il voulait aussi ouvrir une agence en douane au sein de leur groupe. Okay. Parce qu'ils avaient vraiment des importations en masse. C'était groupe Sopex et Psychotra avec des navires haute mer qui amenaient des piodis, des poulets, ainsi de suite. Alors, quand il a émis l'idée d'ouvrir l'agence en douane, il avait besoin d'un conseiller à la matière pour voir comment ce projet allait aboutir. Et parmi les gens qu'il a sollicités, c'était moi-même et un papa là, le frère Nestor, qui n'est plus vivant. Nous avons fait les démarches jusqu'à ce qu'il y ait une agence qui était agréée aussi au nom de Psychotra. Okay. Et à partir de là, carrément, j'ai devrais démissionner de là où j'étais pour venir maintenant travailler chez Psychotra. Vous avez la vie facile, hein? Par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, les gens souffrent encore de travail, mais vous, quand même, après l'université, des emplois en emploi. Bon, il y a une chose que vous devez connaître, savoir, Maman Gervie. D'abord, la grâce divine. Okay. La grâce divine, c'est une chose, mais le sérieux qu'on doit mettre dans ce qu'on veut faire, c'est ce qui est beaucoup plus important. Je pense que si j'étais léger, si je n'avais pas de capacités intellectuelles, si je ne maîtrisais pas les domaines, je ne crois pas que je pouvais avoir des sollicitations pareilles. Okay. Donc, c'est un conseil à donner aux jeunes. Il faut mettre du sérieux dans ce qu'on veut devenir ou dans ce qu'on fait. Il faut mettre du sérieux. Dans le jeune peut dire qu'il peut mettre du sérieux, mais il se retrouve peut-être dans un milieu où il n'y a pas d'emploi. Que faut-il faire? Voilà. Ça, c'est un problème très sérieux dans nos pays africains. Des fois, on a étudié, on tient à tout prix qu'on soit embauché. Et même quand le boulot n'arrive pas, on est là, me croisés en train d'attendre, à faire des lettres, j'ai l'honneur, mais les années passent. Je pense qu'il faut avoir du courage. Moi, je me souviens quand je suis allé dans les groupes Psychotra Sopex, il y avait des boss, du même M. Setiale et M. Santos. Okay. M. Santos, le Portugais, nous disait qu'il avait commencé par une farde de cigarettes qu'il vendait au coin de leur avenue. Parti de la farde de cigarettes, le monsieur est devenu millionnaire. Okay. Où il avait même, je viens de le dire ici, des bateaux haute mer et des chambres froides, des magasins partout à travers le monde. Donc ça dépend du sérieux qu'on doit mettre. Quand le boulot où il faut aller travailler dans un bureau de quelqu'un, ça n'arrive pas vite, il faut mettre ses capacités, ses facultés au profit et créer vous-même un petit emploi. C'est ça l'esprit de l'entrepreneuriat. Donc, il faut vraiment avoir l'idée, je commence. Vous savez, les Quinois disent, Mbongo, Isa, Soloté. Mais la personne peut dire que je peux commencer, mais il n'a même pas un 100 francs, un petit rien. Comment il va commencer? Voilà, souvent c'est ce qui décourage les gens aussi. Oui, c'est ça aussi. Oui, tu as l'idée de commencer, mais tu ne veux pas commencer. Mais il y a de ces gens-là aussi qui ont eu des opportunités de commencer, qui n'ont pas commencé. Parce que tu vas voir un frère,
dit donne-moi un $500, je vais me lancer. Il y a beaucoup qui ont eu l'argent. On lui donne même $1000. Mais demain, il n'arrive pas. Oui, oui, les choses changent, puisque peut-être c'est la première fois de manipuler les billets verts. On commence à mettre même des copines là-dedans, on commence à faire d'autres projets de déplacement inutiles et on crée d'autres besoins sans affecter cet argent à l'objectif visé. C'est ça le problème. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont aussi la volonté de commencer, mais bloqués puisqu'ils n'ont pas de moyens. Par manque de moyens. Par manque de moyens. Et dans d'autres pays du monde, il y a des petites structures qui encouragent la jeunesse. Et heureusement qu'il y a des projets au niveau du gouvernement où le président de la République avait souhaité même comment on peut soutenir les jeunes qui ont l'esprit d'entrepreneuriat pour évoluer. Oui. Pour évoluer. Donc ça, c'est les conseils qu'on peut donner. Et puis, et aussi commencer. Ce n'est pas seulement les commerces. Ce n'est pas seulement les commerces directement, je vais acheter des friperies, je commence à vendre, ou je vais acheter des macaïbes, je commence à vendre. Non. Songez aussi à la terre. Moi, j'ai vu des gens, rien qu'en faisant des petits jardins, pour produire des légumes, pour produire des tomates, et si ces personnes qui n'ont pas de terrain, comment ils vont faire pour s'en procurer? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui manquent, même le petit rien. Il a étudié, il a fini, mais même le petit début. Il n'a même pas un membre de la famille pour le soutenir. Comment le jeune-là peut s'en sortir? Voilà, c'est ça les soucis. Le problème, c'est quoi, Gervais? Quand vous pensez toujours que pour réussir la vie, ça doit commencer par la capitale. C'est là où nous échouons toujours. À Kinshasa, pour avoir une portion de terre, il faut acheter, il faut avoir des moyens. Oui. Qui n'a pas des origines à l'intérieur ici à Kinshasa. Tu peux me citer une famille qui n'a pas d'origine ici à l'intérieur du pays. Des fois, c'est le courage qui nous manque. On a perdu de repères. C'est ça le mal. C'est ce qui nous manque comme courage. Fais les replis. On dit toujours pour bien sauter, il faut reculer. Il faut reculer. Tu es de Bas-Congo, ici ou à Kassangoulou, il y a de la terre fertile. Tu es de Bandundu, chez toi, ce n'est même pas loin. Nous ne parlons même pas des amis swahili qui viennent peut-être plus loin à l'est du pays. Là. Je suis originaire de Bandundu, je parle de Grand Bandundu, pas de province émiettée. Je suis de Congo central ici. Mais tu souhaites mourir de faim ici, marcher avec des pantalons déchiquetés, avec des ketchs qui n'ont même plus de talons. Voilà. Au lieu de descendre et dire, non, je vais un peu descendre, prendre une portion de terre. Tu mets tes légumes, tu mets des maniocs, ainsi de suite. Demain, tu as des sacs, tu vas revenir à Kinshasa pour vendre. Et la terre ne te coûte même rien, puisque tu es en train de travailler sur le sol de tes ancêtres. Des fois, c'est ce courage aussi qui nous manque. Et c'est ce courage qui nous manque. C'est vrai, à Kinshasa, pour avoir une portion de terre, il faut avoir des moyens. Mais ailleurs, dans nos villages, il y a des gens qui ont replié et à la fin, ils se sont retrouvés ici à Kinshasa, ils ont acheté des parcelles. Bon, vous avez eu la grâce peut-être d'être né au village. Vous connaissez un peu le milieu, vous connaissez le terrain et tout. Mais il y a d'autres qui sont nés ici, ils ont des familles au village, mais ils se disent que comment je veux faire. Est-ce que je peux rentrer au village pour faire quoi? Beaucoup de gens envisagent d'aller en Europe, aller aux États-Unis pour évoluer et tout. Bon, la faute n'est pas attribuée tout à fait à la jeunesse. Des fois, il faut attribuer la faute aux parents. Il faut attribuer la faute aux parents. Aujourd'hui, quelques parents se donnent la peine, pendant les vacances, d'aller faire voir aux enfants leurs origines. Je viens de Dilolo, je viens de Kabeya-Kamwanga, je viens de Kondo, je viens de Kilembe, je viens de partout là. Tu te donnes la peine d'amener les enfants pour voir d'où vous venez. Mais certains parents ne l'ont pas fait. C'est ça le problème. Quelque part, tu as parfaitement raison. Nous devons avoir cette habitude-là. J'étais surpris un jour, je suis au Kenya, pendant la bonne année. C'est le mouvement contraire. Les familles chargent leurs voitures, l'homme prend sa femme, les enfants pour rentrer au village et aller fêter avec les parents. Mais chez nous, c'est le contraire. La bonne année, les gens préfèrent quitter le village, venir nous rejoindre ici puisqu'on sait que la vie est acquise. Des fois, il faut changer. Bon, là-bas, chez eux, les gens rentrent parce que peut-être la vie est un peu moderne. Mais ici, tu vas rentrer avec quelles conditions? Il n'y a pas d'électricité, il y a les moustiques, il n'y a pas de route. Tu te dis, quand tu peux partir, tu vas revenir comment? Parce que quand tu reviens en janvier, tu dois commencer tout ça. Tout ça, les gens disent que non, mieux vaut fêter ici, à la capitale, que rentrer aux provinces. Oui, tantôt, je viens de le dire ici que c'est la faute aux parents qui ne déplacent pas les enfants vers les villages. Mais quelque part aussi, les parents poseront des questions. Je vais les amener comment sans moyen? Puisque faire des vacances au village,
eh bien, il faut avoir des moyens. Il faut avoir des moyens, c'est ça. C'est comme quelqu'un qui veut aller en Europe, il faut avoir des moyens. Il faut avoir des moyens. Aujourd'hui, tout est à refaire au niveau aussi de la société. C'est ça. Hein? Les fonctionnaires à l'époque, nous on voyait des fonctionnaires pendant les vacances qui s'arrangeaient à venir avec leur famille à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, aucun fonctionnaire ne peut se payer ces luxes-là. Le problème, c'est celui-là. Donc, le coût de la vie est devenu très difficile. Difficile, les revenus ne suivent pas. Donc, il y a vraiment un dysfonctionnement entre les coûts de la vie et les revenus. C'est ça. Même pour ceux qui travaillent. Donc, rien que les salaires d'un fonctionnaire aujourd'hui, il est incapable lui-même de payer son billet de vacances, aller chez lui à l'intérieur du pays. Donc, c'est un problème qui est général où il faut chercher vraiment à trouver des solutions à tous les niveaux. Ok, merci beaucoup. On a parlé de tout, mais on n'a pas approfondi par rapport aux professions. Après cela, on a appris, vous avez fait aussi la DHL. Comment vous êtes arrivé pour arriver à la DHL? Voilà. Avant que j'arrive chez DHL, je vous ai dit que j'étais d'abord engagé chez Transal. Après Transal, j'étais allé chez Psychotra, groupe Psychotra Sopex. Comment j'ai quitté Psychotra Sopex? C'est juste après les tristes pillages que nous avons connus en 90-91. Et cet état politicien, il avait senti ces mauvais vents à venir et il a joué à l'anticipation en liquidant l'entreprise. Nous étions tous remerciés. Et il s'est passé un petit temps. Tu étais à la maison? J'étais à la maison. Et quand j'étais à la maison, tu sais ce que j'ai fait pour me nourrir, pour garder ma famille? Comment vous avez fait pour vous nourrir? Non, non. Je me suis fait chauffeur taximène. J'ai oublié tous les diplômes que j'avais. Le peu d'argent qu'on m'avait payé pour le décompte final, j'ai dit je vais m'acheter une voiture. Et cette voiture, j'ai fait les taxis. En même temps, j'ai fait l'effort d'aller chercher de l'emploi. Et ce qui a fait que je serai engagé par le groupe Femco Midas comme responsable des services import-export. Et quand j'ai quitté... Toujours au domaine de la douane? Domaine douane et commerce international. Okay. Douane et commerce international. J'étais chargé des services import-export. Il y avait des sociétés, Femco Midas, et la troisième Codepa qui était chargée des exportations des cafés, achat et export des cafés, à l'époque où les cafés étaient considérés comme de l'or vert. Donc c'était très rentable. Et quand j'ai quitté Femco, puisque tu as posé la question, comment je me suis retrouvé à DHL. DHL avait un problème très sérieux pour gérer les dossiers des douanes. Et à l'époque, M. Kabamba, qui était DG à l'époque, avait demandé à ses commerciaux si quelqu'un pouvait trouver vraiment un monsieur capable de trouver des solutions de douane chez DHL. Et il y a M. Freddy Alafou, qui était un commercial, qui a dit non, je connais quelqu'un, ce monsieur-là, c'est la solution pour nous. Si on l'engage ici, tout sera réglé. Et c'est comme ça que j'étais engagé chez DHL. J'arrive, on me dit, vous avez 3 mois. Si on ne sent pas les changements, qu'il y a vraiment un nouveau qui est arrivé ici, et un expert dans les domaines, ta place n'est pas ici. Je t'ai dit, je n'ai pas l'art de dire n'importe quoi. 2 semaines après, j'ai dit bien 2 semaines après, le DG est descendu dans mon bureau, me tenir par l'épaule et dire, mon frère, je sens comme tu as fait avec nous 5 ans. Et voilà, c'est comme ça que j'ai dû organiser les services des douanes qui n'étaient que rien jusqu'à faire devenir de ça un département. Un département. Département de douane. Bien que dans l'organisation des DHL à travers le monde, ça n'a jamais existé. Mais j'ai innové, j'ai donné des explications. Même aux Blancs qui étaient venus de l'Allemagne, de la France, ils ont compris que j'avais raison de réclamer, puisque ce n'est pas seulement d'organiser, mais quel était mon apport financier dans les revenus de l'entreprise. Et quand ils ont mesuré l'impact, ils ont trouvé que réellement j'avais raison de réclamer que cela devienne un département. Voilà comment j'étais entré chez DHL. Comment c'était? C'était bien? Il y a eu des difficultés? Non, sincèrement, je dois te dire qu'il n'y avait pas de difficultés. Peut-être que j'ai sauté même une étape. En quittant Femco, je me suis dit que je ne vais plus chercher de l'emploi. Il faudrait que moi je crée l'emploi. Okay.
Et j'ai monté mon agence en douane, qui était encore en informel, puisque je n'avais pas encore l'agrément. Mais les clients m'ont fait confiance par rapport à mon expertise. Exactement. Et quand DHL m'a engagé, je leur avais dit que j'avais déjà ma structure. Okay. Et ils m'ont autorisé pour dire, nous ne trouvons pas d'inconvénient. Continue à gérer ta structure, mais tout en travaillant chez nous. Mais quand je suis allé, les clients avaient plus confiance en moi. Tu envoies ton déclarant pour aller chercher la provision. Allez à Matadi. À l'époque, la douane se payait en espèces. Et tu vas chez les clients qui vont te donner l'argent à la hauteur de 50 000 $, 100 000 $. Il faut qu'il ait confiance à toi pour aller à Matadi. Voilà. Tout est facile. Alors, quand j'ai envoyé mes gens, ils n'avaient pas confiance. Ils voulaient me voir à tout moment. Et pourtant, DHL aussi avait besoin de moi à tout moment. J'ai dit non, Seigneur, guide-moi, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai d'abord stoppé mon activité au profit des DHL. D'accord. Voilà. Ok. Ceci nous ramène au sujet du jour. Je pense qu'il faut que je t'ajoute ça, puisque pour que tu comprennes. Bon, allez-y d'abord. Ceci nous ramène au sujet du jour. Oui. Nous sommes dans le magazine Le Guide avec M. Destin. Notre sujet est la galère, les aléas du débit d'un chef d'entreprise. Nous parlons avec M. Destin par rapport au parcours au débit, si la vie était difficile, si la vie était facile, on est en train de faire un échange ensemble. Et alors, après la DHL, qu'est-ce que vous avez encore fait après la DHL? C'était quoi? Vous avez continué avec votre structure ou bien vous êtes allé, vous avez changé de horizons? La structure, je l'avais mise d'abord en jachère, en attendant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à DHL? Tu as besoin aussi d'une lumière là. À 2008-2009, les Américains avaient vendu toutes les actions aux Allemands, puisque DHL est américain. Ils ont vendu toutes les actions aux Allemands. Et la société allemande qui était majoritaire dans cet achat-là, c'est Danzas, qui était plus développée dans la logistique et dans les frais de gros colis, puisque DHL à l'époque là, ce sont des courriers, ce sont des petits colis, ainsi de suite, express. Alors maintenant, quand les Allemands ont acheté, ils ont pensé que le pays le plus vaste, tel que Nigeria, la RDC ici chez nous en Afrique, et l'Afrique du Sud, on devrait scinder l'entreprise en deux branches. Donc, DHL Express, qui devrait continuer avec l'activité américaine, qui était dans les courriers, les petits colis, et DHL Global Forwarding, lui qui devrait s'occuper maintenant de la logistique et du gros fret. Et quand on a scindé l'entreprise en 2011, en créant maintenant une nouvelle entité au sein de DHL, donc nous étions parmi les gens qui étaient pris pour aller commencer la nouvelle entreprise, notamment avec M. Hyacinthe Kabamba comme DG. Quand nous sommes allés dans la nouvelle structure, DHL Global Forwarding, les 2 premières années, nous avons très bien évolué. Et on ne nous avait pas donné les financements. Nous avions vraiment des gros marchés. Entre autres, nous avions BAT, on avait le marché avec Ericsson et Celtel. Nous avons bien évolué. La 3e année, avec tout ce qu'il y a eu comme mouvement de guerre à l'Est et tout ça, la Monisco s'est déplacée, qui était aussi un de nos grands clients. La BAT a fermé et il y avait diminution des chiffres d'affaires. Les Mondiales n'aiment pas sentir ça. Nous, on a écrit pour dire, financez, nous continuons à chercher les marchés. Non, débrouillez-vous avec les moyens que vous avez. Et finalement, les chiffres d'affaires ne faisaient que dégringoler. Et ce qui a fait que la division d'Anzas, DHL Global Forwarding, devrait fermer. Et quand on a fermé, j'ai dit, cette fois ici, j'ai rentré dans ce que j'avais laissé en jachère. J'ai ressuscité mon activité et je vais créer maintenant la Générale des Services La Fontaine, de manière beaucoup plus structurée. Mais non, parlez-nous, c'est quoi La Fontaine? Voilà, La Fontaine, comme je dis, la Générale des Services La Fontaine. Pourquoi La Fontaine? Pourquoi La Fontaine? Pourquoi La Fontaine? Voilà, je me disais, il faut un nom, puisque chez nous en Afrique, on dit les noms aussi suivent. Tu sais ce que c'est La Fontaine, quelle que soit la saison, elle ne tarit pas. Elle ne tarit pas. J'ai dit qu'on donne un nom là, quels que soient les mouvements qui pouvaient nous bousculer, mais nous ne pouvons pas tarir. On doit continuer et en envisageant beaucoup plus loin, comme notre devise est, planer pour atteindre les différents globes, les différents points du globe. Alors, c'est comme ça qu'on a dit donner le nom de La Fontaine, juste pour dire que l'entreprise est née, qu'elle ne pouvait pas disparaître. Elle doit être comme une fontaine qui continue toujours à faire couler l'eau. D'accord. Mais pouvez-vous nous dire maintenant, c'est quoi la douane?
Voilà, la douane, de manière beaucoup plus concise, c'est une branche de l'administration des finances qui est chargée de la perception des droits et taxes liés au mouvement du commerce international, c'est-à-dire import comme export. Et pas seulement ces droits-là, il y a aussi les droits d'accise. De ce qui est fabriqué localement ici. La douane pouvait aller aussi percevoir des droits et taxes là-bas. Mais la douane n'a pas que ces rôles-là. Il a plusieurs rôles. Il a aussi le rôle de sécuriser nos frontières. Ok? La douane est là pour réguler même le commerce international. Puisque la douane peut faire en sorte que les mouvements des importations baissent dans un pays. La douane peut faire aussi qu'elle puisse soutenir même l'activité économique ou l'activité industrielle du pays. Donc, elle a beaucoup de rôles à jouer. C'est toute une matière à donner là, mais de manière concise, voilà ce que je peux vous dire. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre secteur? Que faut-il faire pour le contourner? Voilà, les difficultés dans les secteurs de dédouanement sont encore énormes. Et là, vous touchez à un sujet où je vais interpeller les gouvernants de notre pays. Les gouvernants de notre pays. Les transitaires, nous nous sommes regroupés dans une corporation qu'on appelle ACAD, Association des commissionnaires congolais agréés en douane. Association des commissionnaires congolais agréés en douane. Les transitaires que nous sommes, tout ce qu'on appelle agence en douane ou transitaires, l'activité que nous faisons, c'est de la sous-traitance. Nous sommes placés dans la chaîne de la logistique du commerce international. Celui qui importe ou celui qui exporte d'abord, à partir de là, il a besoin des sous-traitants. Le premier sous-traitant, c'est un transitaire qui doit lui faire les opérations de dédouanement à l'exportation, c'est-à-dire les formalités douanières en export. Il aura un deuxième sous-traitant pour que la marchandise arrive chez son destinataire. C'est les transporteurs que nous appelons les armateurs, comme les avionneurs. Il confie les cargos à quelqu'un qui va les transporter, la sous-traiter, puisque lui-même qui est un industriel, il n'a pas les moyens pour transporter la marchandise jusque chez son client qui est l'importateur. Et maintenant, quand la marchandise arrive à destination, l'importateur de son côté, ça dépend de l'incoterme qui se sont convenus, l'importateur de son côté a aussi besoin d'un sous-traitant. Le sous-traitant, là, c'est le transitaire en douane, qui doit aller maintenant poser les actes vis-à-vis de l'administration douanière de l'État afin de sortir la marchandise, aller la livrer. Alors, ces secteurs-là, si j'ai fait ces petits détails pour que tu puisses comprendre, et ceux qui nous suivront puissent les comprendre. Comme c'est de la sous-traitance, mais ça mérite le soutien et la protection de l'État et des législateurs. Est-ce que l'État vous soutient-il réellement? Et c'est là où j'arrive. Dans tous les pays du monde, j'ai vu voyager, aller partout au monde. Vous ne trouverez jamais dans les secteurs de dédouanement des expatriés. Le Congo est devenu comme nous ne voulons même pas avoir un jour notre indépendance économique. Non, on doit y songer. On doit y songer. Donc, c'est de la sous-traitance. Mais ici, qu'est-ce qu'on a fait? Nos amis qui jouent avec des termes juridiques, tout ça, on dit qui est commissionnaire en douane? Une entreprise de droit congolais. Quand vous dites une entreprise de droit congolais, puisque le tarif est clair, le code de douane est clair, mais il y a un arrêté que le ministre des Finances prend pour l'exécution du code des douanes ou de la législation douanière. C'est dans cet arrêté que tout a été faussé. Quand on va dire ne peut être agréé comme commissionnaire en douane une société de droit congolais. Quand on dit société de droit congolais, un Chinois qui vient chez lui là-bas, qui crée une société ici, c'est une société de droit congolais. Et c'est le combat que nous sommes en train de mener au niveau de la CAD. Nous avons même fait un mémoire à la présidence de la République avec des ampliations au niveau du Sénat, au niveau du Parlement, au niveau du Premier ministre, au niveau même de notre ministre de tutelle qui est le ministre des Finances, pour leur faire voir qu'on doit corriger cette erreur. Comme il y a maintenant un nouveau code de douane qu'on est en train de modifier, qu'on corrige cette erreur et que l'activité de dédouanement devienne uniquement et 100% congolais. Qu'on ne parle pas des sociétés de droit congolais, mais que les juristes trouvent un terme approprié pour qu'il n'y a que des Congolais qui peuvent opérer dans ce secteur-là, d'ailleurs, qui est un secteur de sous-traitance. Et la loi sur la sous-traitance existe. Moi, je l'ai toujours dit, des fois, ce sont ceux-là qui doivent exécuter
les bonnes décisions qui viennent du chef de l'État dans les secteurs qui doivent aider le pays et aider le chef de l'État à atteindre les objectifs. La loi est là, mais on ne l'exécute pas. Les lois sont proposées et votées même au Parlement, mais ils sont archivés sans impact réel sur le terrain. Le président, notre chef de l'État, lors de son discours d'investiture, il était clair qu'il fera des Congolais des millionnaires. Les gens pensent que c'était leur, ce discours-là. Non, ce n'est pas de la flatterie. C'est un bon discours et l'objectif pouvait être atteint si les ministres sectoriels, chacun dit dans mon domaine ce qu'on a pris comme décision. Comment on peut le faire appliquer pour que nous atteignions ces objectifs. Exactement. Il n'est pas beau de passer seulement à dire selon la vision des chefs de l'État. La vision des chefs de l'État, c'est un guide qui donne l'idée, mais nous devons faire appliquer la vision des chefs de l'État. Il y a la loi sur la sous-traitance. Qu'est-ce que le ministre digital fait pour que ça soit appliqué? Il y a la loi sur les petits commerces, puisque c'est là où le président disait qu'il pouvait faire des Congolais des millionnaires. Qu'est-ce que les ministres sectoriels font de cette loi? Rien du tout. Les petits commerces de détail, qui doit être des droits pour les Congolais. Aujourd'hui, allez voir même des Chinois qui vendent la braise. C'est ça. Et comme c'est là qui font des usines, ce sont eux, ils veulent qu'on leur donne à la fois les pieds, la terre, la sécurité et tout. Comme ils font, il est dans une usine, il produit, les articles de détail là, ce sont ses frères à qui on doit donner, qui ouvrent des magasins à gauche, à droite. Quelque part, on dit que les Congolais ne sont pas sérieux. Ils ont tenté avec tous les Congolais pour ne pas être sérieux. Donc il faut que l'État nous aide à appliquer nos lois, des belles lois qui sont initiées et votées au Parlement. Que ces lois-là ne soient pas des lois qu'on vote pour être archivées. Et je pense que là, si l'État peut nous soutenir, rien que dans notre secteur de transitaires, vous verrez des Congolais qui deviendront des millionnaires. Exactement. Rien que dans les commerces de détail, vous verrez des Congolais qui deviendront des millionnaires. Mais si on n'applique pas nos lois, Madame Gervie, je t'ai dit, on peut tout crier, on peut faire de beaux discours, rien ne changera et nous dépendrons toujours des autres. L'indépendance économique pour le Congo et pour l'Afrique ne viendra jamais. Il faut appliquer les lois. Ok, l'État congolais, nous avons besoin de vous. Nous sommes tous enfants du pays. Merci, M. Pelleté. Chers téléspectateurs, nous vous signalons dans ce magazine, nous avons plusieurs rubriques. Aujourd'hui, nous avons choisi une rubrique de reportage suivant. Adhérant à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les fils du pays d'Estin Pelleté se plongent avec amour de sa patrie dans le domaine agro-pastoral, entre autres la pisciculture, l'agriculture ainsi que le levage. Découvrons ensemble ces quelques réalisations à impact visible. Entrepreneur de surcroît qu'il est, le fils du pays d'Estin Pelleté œuvre dans plusieurs domaines que nous vous ferons découvrir dans les jours à venir. Un exemple à suivre. Merci la régie pour ce reportage. Nous sommes avec M. Destin. Nous parlons de la galère, les aléas du débit des chefs d'entreprise. Alors, M. Destin, quel est le secret de votre réussite? Parler de la réussite, oui, pas la réussite, puisque pour nous, les objectifs ne sont pas encore atteints. Nous ne sommes encore qu'au début, ça il faut l'avouer. Si nous devons réussir un jour, il faudrait que l'État nous accompagne dans ce que nous venons de dire. Et aussi une chose, puisque nous étions en train d'épingler certains points ici, pourquoi les gens sont découragés. L'État doit savoir, quand un fils du pays commence une petite activité, il faudra laisser une période aussi, il doit souffler. Tu ouvres une petite activité, allez même à la cité, un petit ligablo là, 15, 20 services différents. Et on te parle même des chiffres que tu n'as jamais réalisés dans ta vie. Non, là aussi c'est compliqué. C'est ce qui décourage des fois les gens. Et au lieu d'aller dans le formel, on va dans l'informel, puisque quand on se cache, on sait au moins qu'on se cache devant tous ces services-là. Des fois, on décourage les bonnes volontés. Il faut qu'on regarde comment épargner les jeunes Congolais qui ont l'esprit d'entrepreneuriat, d'être épargnés un peu
cette pression fiscale, cette pression fiscale dès le début, au moment où la personne n'a même pas encore de racines assises. Donc voilà au moins ce que je pouvais dire. Mais s'il faut parler du secret de la réussite, c'est quoi d'abord? C'est le sérieux qu'on doit mettre dans le travail que nous faisons. Et quand un client te fait confiance, il te donne une cargaison à dédouaner, il faut le faire avec tous les sérieux. Et respecter ce que nous appelons le deadline, donc le transit time, le délai de livraison, pour que les clients arrivent aussi à réaliser ces objectifs dans les délais. On te donne de la marchandise à dédouaner, tu vas aller faire 1 mois, 2 mois, le client est en train de trimer. À ce moment-là, peut-être qu'il n'a même plus le stock à vendre, soit la commande a été faite, toi tu livres ça en retard, et il manque les opportunités. Donc, c'est le sérieux que nous devons mettre dans ce que nous faisons qui nous amènera vers la réussite. Sans sérieux, jamais on peut atteindre les objectifs. La Fontaine a combien d'années d'existence? La Fontaine, comme Fontaine, existe depuis 2015. Quand je suis parti de DHL à 2014 et à 2015, quand je parle de 2015, c'est là où nous avons eu toute la paperasse officielle pour que l'entreprise ait sa personnalité juridique. C'est depuis 2015. Depuis 2015? Oui. Mais le début était comment? C'était facile pour vous ou c'était un peu dur? Le début de toute chose, Gervais, n'a jamais été facile. Okay. D'abord, il faut aller s'affirmer devant les clients pour qu'ils vous fassent confiance. Les clients me connaissaient sous l'étiquette de DHL. Maintenant, tu crées la Fontaine, il faut avoir tous les arguments possibles pour les convaincre. Mais comme en vendant la société, nous vendions aussi à l'époque notre personne, notre image. Ce qui a fait que nous n'avons pas eu trop de difficultés pour que les clients puissent nous adopter. Puisque, je l'ai toujours dit, même quand j'ai fait la soumission aux appels d'offres, j'ai toujours dit que la Fontaine, c'est les dérivés de DHL. Puisque même dans son effectif, que ce soit ceux qui sont avec moi ici à Kinshasa, ceux qui sont à Matadi, à Lubumbashi, à Goma, j'ai dû récupérer mes collaborateurs qui étaient dans mon département des douanes chez DHL, qui continuent à évoluer avec moi. C'est pourquoi j'ai dit, dans les séries du travail, vraiment la Fontaine, c'est les dérivés de DHL. Ah, d'accord. Quelles sont les retombées de la Fontaine après 7 ans? Bien, nous avons apporté quand même une contribution énorme à l'État congolais. Le travail que nous faisons, nous mettons entre l'État congolais, qui est le trésor public, et les importateurs et les exportateurs, qui doivent payer les droits et taxes dus au mouvement du commerce international. Alors, nous sommes là comme des collecteurs de l'État qui vont vers les importateurs prendre ce que l'État doit bénéficier lors de ces échanges-là commerciaux. Voilà, donc notre contribution, d'abord, la première contribution, c'est celle-là, d'aider l'État vraiment à récupérer ce qui lui est dû. Et l'avantage que nous avons, si je dois parler des retombées, 7 ans après, la Fontaine n'a jamais connu un contentieux avec la douane. C'est pour vous dire que nous contribuons positivement vraiment aux recettes de l'État. Et nous accompagnons la DGDA à atteindre ses objectifs. Deuxième retombée, la Fontaine ne fait pas que les dédouanements. La Fontaine, c'est un centre de formation. Et je suis heureux de voir que des gens que j'ai formés se défendent mieux ailleurs. Les gens que j'ai formés se défendent mieux ailleurs. Donc, j'en ai des témoignages. Je ne vais pas citer des entreprises qui ont des gens qui tiennent leur service import-export grâce à la formation qu'ils ont eue ici. Je les tais les noms, mais c'est une occasion de dire s'il y a des gens qui veulent se perfectionner dans les services, dans les domaines du commerce international et des dédouanements, la Fontaine, c'est une école de formation. La Fontaine, c'est un centre de formation. Après, à quel appel pourriez-vous lancer à la population congolaise, particulièrement à la population quinoise? Bien, d'abord, ne cherchons pas à mourir de faim inutilement. Moi que tu vas là, Madame Gervais, je ne suis pas que dans le travail de bureau. Je peux te témoigner que j'ai fait une année
avec toute ma famille, sans acheter les légumes. On bouffait les légumes qui étaient produits par nous-mêmes dans notre parcelle. Oui. Je suis dans l'agriculture, je suis dans la pisciculture. Et des fois, je mange des poissons que je n'achète pas. Donc, il faut avoir le courage de faire quelque chose dans la vie. J'ai un témoignage quand j'étais étudiant. Il y a une maman qui a fait étudier ses enfants à l'université de Kinshasa jusqu'à terminer le niveau de licence en faisant rien que les beignets. Rien que les beignets. Et de très bonne qualité, bien conditionnés. Donc, il ne faut pas chercher des miracles, créer des petits trucs qui peuvent vous apporter des moyens pour vivre. Ça, c'est les conseils que je peux donner vraiment aux Kinois. Deuxième conseil que je peux donner aux Kinois, au peuple congolais, mettons du sérieux dans ce que nous faisons. Mettons du sérieux dans ce que nous faisons. Des fois, les expatriés arrivent à dire non, j'ai une usine, je fabrique des plastiques, mais je ne peux pas faire confiance aux Congolais pour donner qu'ils vont devenir reversés. Pourquoi des fois on vous fait confiance comme ça, vous disparaissez dans la nature? Nous devons mettre du sérieux dans ce que nous faisons. Tu peux être un petit détaillant, demain tu deviens grossiste et demain tu deviens un grand entrepreneur. Nous devons mettre du sérieux dans ce que nous faisons pour que nous puissions aussi recevoir des autres la confiance qu'on peut nous donner. La confiance qu'on peut faire en nous. Moi, en tout cas, s'il y a des conseils à donner à la population congolaise, c'est celle-là. D'abord, de ne pas être paresseux, de savoir utiliser sa main et d'aider, c'est de mettre du sérieux. Quand tu as une opportunité qui fait qu'on puisse te propulser, il faut mettre du sérieux dans ce qu'on fait. Ça, c'est le conseil que je peux donner. Ok, merci beaucoup, M. Destin. Votre mot de la fin? Les mots de la fin pour aujourd'hui, pas pour toujours, puisqu'on est encore là. On est encore là. Les mots de la fin, c'est revenir à lancer ces cris de tristesse envers notre État, l'État congolais, de savoir soutenir ses enfants et de mettre des lois qu'on doit appliquer, de faire des lois qu'on doit appliquer. Et j'interpelle ici, en tant que Congolais, j'interpelle ici nos ministres. Moi, je parle d'abord des ministres de qui nous dépendons. On a une tutelle technique qui est le ministère des Finances. Je parle de notre corporation. Et on a une tutelle administrative qui est les petites et moyennes entreprises. Que les deux là voient quand ils veulent prendre des décisions. Que ce soit la décision ou un arrêté pour l'application du code des douanes, il doit savoir où est l'intérêt qu'on doit privilégier des Congolais. Puisque la douane, c'est un secteur clé. La douane, je l'ai dit ici, la douane elle-même a aussi le rôle sécuritaire. Et alors, si vous voulez vraiment faire la sécurité de votre pays, il ne faut pas faire que les gens se fassent eux-mêmes juges et partis. Ça, c'est aussi un conseil que je donne à notre ministre. Pour que quand on va prendre l'arrêté, qu'on ne dise pas n'importe qui doit être commissionnaire, transitaire en douane dans ces pays. Il y a des gens qui doivent s'arrêter à faire le travail de la logistique et faire peut-être des entrepôts. D'autres, par contre, doivent faire le dédouanement. C'est moi qui dois pénétrer les conteneurs, savoir même jusqu'au dépôt du client, qu'est-ce qu'il y a en tant que Congolais. Je vois quelque chose, des acides qui sont là, qui sont toxiques. Je vais signaler pour dire non, ce que j'ai vu là, ce n'est pas bon. Entre eux, ils ne le feront jamais. Ça, c'est sûr, ce que nous sommes en train de dire. Et puis, si je dois tourner vers notre ministre de tutelle, qui est des petites et moyennes entreprises, il doit bousculer son collègue pour que la loi sur la sous-traitance, la loi sur les petites et moyennes et les petits commerces soit mise en application. Qu'on laisse nous faire des défilés à la télévision pour dire n'importe quoi, la vision, chef de l'État. Nous nous demandons que nos ministres appliquent la vision des chefs de l'État pour que nous sentions ça, que réellement, ça a des retombées, pour que demain, les soucis des chefs de l'État puissent être réalisés, intériorisés et même matérialisés dans les Congolais que nous sommes. Sinon, on peut faire des mandats et des mandats. Les bonnes lois sont là, les belles idées du chef sont là, mais ceux qui doivent faire appliquer ces idées-là ne les font pas. Et par contre, nous serons tous comme des paresseux sans accompagner notre président de la République. Ça, c'est les conseils que je donne. C'est quand on voit vraiment ce que nous faisons, les difficultés que nous rencontrons, on se dit, nos ministres ne nous soutiennent pas. Et par ricochet,
ils n'accompagnent même pas les programmes gouvernementaux pour une réussite concrète. Merci pour votre disponibilité, M. Destin. Le temps nous fait défaut. On croit qu'on va se retrouver encore la prochaine fois parce que vous avez beaucoup à dire. Merci. En principe, c'est à moi de vous remercier pour l'opportunité que vous m'aviez offerte. Et je pense que ce que nous disons, même pour les spectateurs qui suivront, ça ne doit pas être comme on est en train de faire, on est en train de suivre un film. Oui. Il faut que les sons des cloches que nous lançons puissent avoir aussi des répercussions dans les cœurs et les cerveaux de chez qui nous adressons ce genre de messages. Merci. Je remercie mon équipe technique pour la réalisation de ce magazine. Suivez-nous chaque lundi à 20h juste et la rediffusion chaque jeudi à 19h juste. Je remercie le téléspectateur pour nous avoir suivis avec attention. Retrouvez-nous prochainement. À bientôt.